C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la destruction du seul hôpital opérationnel d'El Fasher au Darfour. Il a fermé ses portes samedi après avoir été pris d'assaut par les paramilitaires. Selon l'ONG Médecins sans frontières, il tentait de s'emparer de la ville. Les civils n'ont pas été épargnés. Témoignage à suivre dès le début de ce journal. La Côte d'Ivoire face au pic de chaleur, l'économie du pays qui dépend à 70% de l'agriculture mise sur l'agroforestation, notamment pour protéger les plantations de cacao, une initiative soutenue par l'ONU. Reportage dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous irons en Tunisie où une start-up 100% féminine a inventé un fauteuil roulant pas comme les autres. Ces ingénieurs finalistes d'un prestigieux prix d'innovation européen pourraient remporter jusqu'à 20 000 €. Les détails à la fin de cette édition. El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, est assiégée par les forces de soutien rapide. La ville est la seule du Darfour encore entre les mains de l'armée soudanaise. Samedi, le seul hôpital opérationnel a dû fermer ses portes après avoir été attaqué. Les civils ne sont pas épargnés. Les camps de déplacés sont régulièrement bombardés. Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, est en contact avec un habitant d'El Fasher. Écoutez. Ce samedi, les forces de soutien rapide s'en sont prises au dernier hôpital encore en fonctionnement à El Fasher. Une grande partie des patients avaient déjà été évacués, mais selon plusieurs sources locales, il semblerait que des médecins aient été blessés et que certains même aient été tués. Il n'y a donc plus d'hôpitaux fonctionnels dans la capitale du Darfour du Nord. Cela a aussi entraîné des mouvements de population. Une grande partie de la population de la ville s'était réfugiée au sud, à proximité de cet hôpital. Eh bien, elles ont dû fuir encore une fois. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de déplacés qui vivent dans El Fasher, qui, jusqu'à l'éclatement de la guerre, était considéré comme une sorte de refuge pour les populations. À ce sujet, je vous propose d'écouter Mohamed, notre témoin présent dans la capitale du Nord Darfour. Pour des questions de sécurité, il reste anonyme. Une grande partie de la population d'El Fasher n'a plus de logement et vit dans les rues. Beaucoup se préparent à fuir. Mais fuir est très dangereux. Ils sont détroussés. Les femmes et les filles se font violer et les garçons et les hommes, eux, se font tuer. Fuir est extrêmement dangereux, mais certains tentent tout de même de le faire. Au nord, en direction de la Libye, ou au sud, en direction du Djebel Mara, un massif montagneux contrôlé par l'armée de libération du Soudan, un groupe rebelle qui n'est allié ni à l'armée ni aux forces de soutien rapide. J'ai pu parler avec l'un de ses responsables. Il m'explique qu'il accueille volontiers toutes les personnes qui souhaitent fuir El Fasher. Mais voilà, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de quoi aider cette population. Il demande à la communauté internationale de se mobiliser pour leur apporter de l'aide humanitaire. Et on en vient à ces pics de chaleur qui touchent la sous-région. En Côte d'Ivoire, ces températures sont dévastatrices pour l'agriculture. L'économie du pays en dépend à 70% et plus particulièrement la culture de cacao. Reportage de Julia Guggenheim, François Youm et Damien Kofi. Ça fait plus de 7 ans que Nestor a planté cette cacaoyère. Comme un Ivoirien sur 5, il vit de la production de cacao. Mais aujourd'hui, son activité est menacée. En 2 ans, sa production a été divisée par 2. Les fèves dépérissent à même les arbres. Vous voyez l'effet du soleil. Non seulement les feuilles ont séché, il n'y a plus de feuilles sur ce cacaoyer là. Même les cabosses qui devaient donner des fèves de cacao ont séché aussi. Cette année, les pics de chaleur ont été particulièrement forts dans toute la sous-région à cause du phénomène El Niño. Un record à plus de 41 degrés a même été constaté dans la ville de Dimbokro. En 2023, déjà, une pluviométrie beaucoup trop importante avait causé une baisse de production de près de 35% dans le pays. Des phénomènes extrêmes que les météorologistes cherchent à anticiper. On note également l'importance pour nous de mettre à la disposition, particulièrement du monde agricole, des informations pertinentes à temps pour leur permettre de prendre les décisions optimales. Il y a eu des perturbations, ce qui, pour un pays comme le nôtre, qui a une forte dépendance à l'agriculture, ne va pas être sans conséquences. Pour améliorer l'adaptation aux effets du changement climatique, les initiatives se multiplient dans le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture développe ici un projet d'agroforesterie. Les essences forestières qui sont fournies permettent plus tard, quand ils grandissent, de donner de l'ombrage aux feuilles, aux cacaoyers en fait. Donc il permet aux cacaoyers d'être un peu plus résilients par rapport au changement climatique
et partant, il donne une bonne productivité. Une stratégie largement soutenue par le gouvernement qui prévoit la distribution de 60 millions d'arbres d'ici 2026 pour les cacaoculteurs. Les relations entre le Niger et le Bénin se détériorent de nouveau. Les deux pays s'étaient entendus sur les modalités d'exportation du pétrole nigérien via le Bénin, malgré la fermeture de leurs frontières. La semaine dernière, une délégation de l'entreprise nigéro-chinoise WAPCO, qui contrôlait un chargement de pétrole nigérien au Bénin, a été arrêtée. La société civile nigérienne s'insurge contre ces manœuvres. Les précisions de notre correspondant régional Harold Girard. Dimanche, plusieurs dizaines de responsables et de représentants syndicaux et associatifs ont joint leur voix pour réclamer la libération des représentants de l'opérateur pétrolier WAPCO qui était parti la semaine dernière pour contrôler un chargement de pétrole brut dans le sud du Bénin. Ces arrestations, elles interviennent dans un contexte déjà très tendu entre les deux voisins, le Niger et le Bénin, et elles sont perçues par les soutiens de la junte militaire en place à Niamey comme une nouvelle tentative de déstabilisation du Niger. Les représentants de la société civile envisagent notamment une action en justice. D'abord, quand je prends l'article 91 de l'UEMOA, dispose de la libre circulation des biens et des personnes membres de l'espace UEMOA. Le Niger et le Bénin sont toujours membres de l'UEMOA. Ces compatriotes, avec leur carte d'identité nationale, seulement suffit qu'elles se déplacent pour aller au Bénin. Il n'y a pas de négociation. Au pire des cas, on va aller en procès aux instances internationales. À la mi-mai, le ministre béninois des Mines avait autorisé un premier chargement de pétrole brut nigérien à prendre la mer après des mois de blocage. Mais voilà, ces arrestations, elles viennent envenimer une relation déjà fortement conflictuelle entre le Niger et le Bénin. Toutes les prévisions de croissance depuis quelques années au Niger sont basées sur la rente pétrolière à venir et désormais bousculées. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a animé ce dimanche un meeting avec des milliers de jeunes militants du PASTEF, parti dont il est toujours président. Au cours de cette rencontre, il a notamment menacé les journalistes qui diffusent de fausses informations et raillé l'opposition. Ousmane Sonko a également averti les membres de son équipe gouvernementale contre la corruption. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Les incompétents de notre équipe seront congédiés. Ceux qui détourneront des deniers publics seront envoyés en prison. On va veiller à ce que les ministres et les directeurs généraux mènent à bien toutes les missions qui leur sont confiées. À vous, militants, je vous attends sur le terrain pour des vacances citoyennes. Soyez volontaires de votre patrie. Soyez des volontaires de votre propre développement. Les plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée ce lundi, ce sont les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara qui avaient la parole. L'ancien chef de la junte et plusieurs anciens hauts cadres de son régime sont poursuivis pour le massacre de 150 personnes et le viol de centaines de femmes. Compte rendu d'audience de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Maître Alseni Samori Traoré, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, est le premier à prendre la parole. Dans sa plaidoirie, il rejette en bloc les accusations des partis civils et du ministère public qui accusent le capitaine d'être le cerveau du massacre du 28 septembre 2009. L'avocat a poursuivi en interpellant le tribunal sur la dégradation des conditions de détention de capitaine Dadis Camara à la prison centrale de Conakry en sa qualité d'ancien président de la transition. Sur la question de la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Maître Almami estime qu'à cette étape du procès, cela constituerait une violation grave des textes de loi guinéennes. La démonstration que j'ai eu à faire, j'en ai beaucoup consacré sur les éléments de preuve qui, normalement, qui doivent asseoir la conviction du tribunal. Sauf que les partis civils et le ministère public n'ont jamais produit en fait un élément de preuve qui pouvait asseoir la conviction du tribunal pour retenir le capitaine Dadis dans les lois de la culpabilité. Donc, à l'absence de preuves matérielles discutées contradictoirement devant le tribunal, il est impossible que le tribunal entre en condamnation. Pour rappel, le 22 mai dernier, devant le tribunal, le procureur avait requis une réclusion criminelle à perpétuité contre le capitaine Moussa Dadis Camara et avait réclamé la réqualification des faits en crime contre l'humanité.
Le président sud-africain devrait être élu par le Parlement le 14 juin prochain, à condition que les négociations pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale aboutissent. Des négociations menées par le président Ramaphosa qui n'ont rien donné pour le moment. Les tractations continuent et certains demandent l'intervention d'un médiateur. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. À ce jour, seulement 2 partis ont donné leur accord pour un gouvernement d'unité nationale. C'est l'Alliance démocratique de John Steenhuisen, le DA, et aussi le parti Zulu nationaliste Inkatha. Le MK, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, conteste toujours le résultat des élections et menace même de boycotter la session parlementaire où il y aura l'élection du chef de l'État. Julius Malema, le président de l'IFF, les combattants pour la liberté économique, négocie son portefeuille. Il n'a pas donné son accord et ses partisans assurent qu'il sera très difficile pour un parti de gauche radicale de travailler avec les néolibéraux du DA. Devant cette impasse, beaucoup suggèrent un médiateur. Bantu Holomisa, le président de l'IDM, a écrit une lettre au juge Zondo, le plus haut magistrat du pays, avec d'autres partis pour qu'il intervienne. On n'est pas encore dans une crise politique parce qu'on se parle. C'est la force des Sud-Africains. Notre histoire a montré que chaque fois que nous avons un problème, nous sommes capables de nous asseoir autour d'une table et de nous retrouver. Tout ce dont on a besoin maintenant, c'est d'un facilitateur pour que l'ANC boucle son projet. Pour Bantu Holomisa, les négociations doivent être dans les mains d'une entité neutre. Les Sud-Africains ont 4 jours pour se mettre d'accord. On termine par cette invention 100% féminine et 100% tunisienne. Un fauteuil roulant commandé par le cerveau, la voix ou des grimaces. Ces ingénieurs finalistes d'un prestigieux prix d'innovation européen pourraient remporter jusqu'à 20 000 €. Les résultats du prix seront annoncés le 9 juillet à Malte. Sophie Lamotte vous en dit plus. Un fauteuil roulant contrôlé par la pensée, la voix ou même des grimaces. C'est le pari fou du quatuor féminin derrière le projet MovoBrain. L'idée de MovoBrain est de développer une technologie qui permettrait aux personnes à mobilité réduite de contrôler leur fauteuil roulant sans même bouger les mains. Même si elles ne parlent pas ou si leur voix n'est pas très claire, elles peuvent toujours déplacer et diriger leur fauteuil roulant en utilisant leurs pensées ou leurs expressions faciales. Se concentrer pour avancer, cligner des yeux pour s'arrêter. Quelques commandes simples envoyées sur cette tablette, formatée par l'intelligence artificielle pour piloter le fauteuil. Un projet qui cherche non seulement à redonner une certaine autonomie aux personnes vivant avec un handicap, mais aussi à améliorer leur santé mentale. Psychologiquement, c'est très difficile d'être dépendant de quelqu'un. Une idée qui leur a valu une place parmi les finalistes du prix des jeunes inventeurs de l'Office européen des brevets. Les prix sont attribués début juillet et cette innovation pourrait remporter jusqu'à 20 000 €. Le jury a aussi été touché par l'aspect personnel du projet. Moi, j'avais mon oncle qui avait un handicap, qui avait des troubles de santé. Et il était obligé d'utiliser une chaise roulante pour pouvoir bouger. Il était malheureusement totalement dépendant. Donc vraiment, le besoin était devant mes yeux. La start-up livrera prochainement ses 4 premiers fauteuils équipés à une association qui aide les personnes atteintes de handicap dans la ville de Sousse, à l'est de la Tunisie. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.